Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Hélène de Terrax-Scénic, fondatrice et présidente du Salon international de la plongée sous-marine. Bonjour Hélène. Bonjour Armelle, bonjour à tous. Alors Hélène, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Ah mais absolument pas, c'est rien. Il n'y avait rien du tout, ni dans mon comportement, ni dans la confiance que j'avais en moi, parce que je n'avais pas du tout confiance en moi quand j'étais jeune, ni dans la plongée, rien du tout. C'est vraiment un hasard de la vie et c'était pas prémédité du tout. Personne n'aurait pu y croire. Alors, du coup, comment tu es arrivée à cette situation, entre guillemets? Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes étapes de ta carrière et comment tu as créé le Salon international de la plongée sous-marine? Oui, alors je vais essayer de faire court parce que c'est une longue histoire, mais déjà, faut savoir que au lycée, j'étais pas forcément une très très bonne élève et j'avais du mal à savoir ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai passé un week-end avec un de mes oncles qui travaillait à France 3 à l'époque et qui m'a fait traîner dans les plateaux télé et je suis tombée amoureuse de la communication. Je me suis dit, je veux faire de la communication. Donc, je suis rentrée dans une école. J'ai tout de suite adoré ce que je faisais. Donc, de la mauvaise élève de seconde et première, je suis passée par... je suis arrivée à être major de ma promo, quoi. C'est-à-dire, vraiment, j'adorais ce que je faisais. J'ai eu un petit kiff pour l'événementiel. C'est-à-dire, je me disais que l'événementiel, c'était génial. On créait des choses tout le temps. Et donc, ça, c'était la base de l'événement et de la communication. Et puis c'est lors d'un dîner que j'ai rencontré un plongeur. À l'époque, la plongée était dans un autre salon. Et il y avait une demande, d'une certaine manière, du milieu de la plongée sous-marine de créer un salon. Et j'ai dit, banco, je crée le salon de la plongée. Voilà comment ça a démarré. C'est un pari complètement fou. Et voilà où on en est 26 ans plus tard. Donc sur un dîner, et alors que t'étais pas spécialement plongeuse toi-même? Ah non, j'avais essayé de passer mon niveau 1 au Club Med en Sardaigne. À l'époque, le matériel n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, le matériel de plongée. Et je me souviens, on m'avait donné des palmes du 40. Moi, je faisais du 35-36 à l'époque. Je perdais mes palmes sous l'eau. Enfin, c'était une catastrophe et je me suis dit, mais bon, c'est pas grave, je vais pas faire de plongée sous-marine de ma vie. Donc, en gros, je m'étais arrêtée là. Donc, j'étais pas plongeuse quand j'ai créé le salon. Ce n'est pas du tout par amour de la plongée, mais par amour de la communication. Et quand j'ai créé le salon, je me suis dit, bon, allez, maintenant, faut que je m'y mette. Et donc, j'ai passé, au moment du premier salon, j'ai passé mon niveau 1. Au moment du deuxième salon, j'ai passé mon niveau 2. Enfin, voilà, et je suis devenue plongeuse, mais je suis devenue plongeuse après avoir créé le salon et non avant. D'accord, donc j'imagine que créer de toutes pièces un salon, c'est quand même pas quelque chose qui va sans risque, sans remise en question aussi. En étant même pas du milieu, quelles sont finalement les anecdotes les plus folles que tu as pu vivre au travers de ce salon sur ces 26 dernières années? Est-ce que tu as eu des grosses galères ou au contraire des souvenirs impérissables? Ah, j'ai des souvenirs incroyables. Il y a tout type de souvenirs, mais je vais raconter le premier. C'était pas évident d'être une femme dans un milieu d'hommes, puisqu'il y a 25 ans, la plongée était un milieu principalement masculin. Il faut savoir que la plongée vient quand même du militaire, de la marine. Donc on a affaire à des hommes, à des marins. Et moi, à l'époque, j'avais d'autres casquettes, puisque l'agence que j'ai créée ne faisait pas que le salon de la plongée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le salon est devenu très important. Et donc, je travaillais notamment beaucoup au barreau de Paris. Et j'étais donc toujours en tailleur, comme sont les avocats ou les avocates. Et alors, quand j'ai débarqué dans ce milieu avec mes cheveux longs, mes 1m60 et mes tailleurs et mes talons dans un milieu de mecs, ils m'ont regardé, ils se sont dit, mais elle est tarée celle-là. Donc au début, ce qui a été le plus dur, c'est de faire comprendre que je les écoutais. Moi, j'étais une spécialiste de l'événementiel et pas une spécialiste de la plongée. Et en fait, je crois que
C'était un risque énorme, mais c'est en même temps la plus belle histoire qui soit, puisque c'est vraiment deux mondes très différents. On s'est écoutés, la plupart d'entre eux, ces personnes que j'ai rencontrées à l'époque, certains nous ont quittés malheureusement, mais ce sont devenus c'est mes piliers, quoi. C'est des amis, c'est des gens très proches. Donc voilà, ça fait partie des très belles anecdotes. Et puis après, toutes les rencontres qu'on a fait, une des très jolies aussi périodes, c'est quand on a eu le directeur de la Tour Eiffel, qui était plongeur, qui nous a demandé de mettre une piscine sous la Tour Eiffel en 2007. Donc on a mis pendant 1 mois la piscine du salon de la plongée sous la Tour Eiffel pour faire découvrir aux Parisiens la plongée sous ce bâtiment extraordinaire. Quelque chose qui pourrait plus se faire aujourd'hui avec Vigipirate et la manière dont on a reconstruit beaucoup de choses. Donc c'était un événement en plein Paris, bien avant les JO. Moi j'étais un peu précurseur sur ce coup-là, mais bon, je vais rien dire. Mais voilà, ça fait partie des très très beaux souvenirs. Et puis moi je continue à avoir cette flamme. C'est pour ça que j'ai fait ce métier et je continue à avoir cette flamme tous les ans et notamment à cette période. Le salon va ouvrir. Quand le salon ouvre, j'ai encore des étincelles plein les yeux. Quand le salon se termine, je me dis oh là là, c'est déjà terminé. Et chaque année, je recommence avec le même bonheur. Et je crois que c'est ça la plus belle anecdote. C'est de pouvoir avoir encore toute cette flamme, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me sidère. Je sais pas si les gens se rendent bien compte. Moi, j'ai la chance d'accompagner les équipes de Montagne Planète. Donc, il y a un salon dédié au secteur de la montagne en B2B. C'est 2 ans de travail. Pour toi, c'est tous les ans 1 an de travail pour 2-3 jours d'exposition. Et après, il faut remettre le métier au travail. Il faut repartir de zéro quasi systématiquement. Comment toi, tu le vis, ça, le fait de travailler 1 an pour quelques jours et puis hop, il faut tout refaire? Alors, il y a 3 phases. La première phase, c'est on va commencer par la fin d'un salon. C'est comme quand vous faites une fête, c'est comme si vous faites un mariage, c'est comme si vous faites une fête. C'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde s'éclate. Et puis d'un seul coup, les lumières s'éteignent, c'est bourré de déchets, c'est bourré, les gens s'en vont, ils vous disent même pas au revoir. Moi, la plupart des gens, ils me disent même pas au revoir, ils s'en vont, ils ont qu'une envie, c'est de rentrer. Et là, vous vous retrouvez complètement vidé, mais complètement vidé. Moi, il y a des moments vraiment, dans les jours qui suivent le salon, c'est impressionnant comment on a donné de l'énergie et qu'on est vidé. Donc ça, c'est une première phase et en même temps, faut pas s'arrêter. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à terminer. Après, il y a la deuxième phase qui est le lancement du nouveau salon et la mise en route d'un nouveau salon. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est un brainstorming, c'est qui sera le parrain, quelle sera la thématique, qu'est-ce qu'on met en avant. Donc il y a tout un travail de renouveau. Pour moi, un salon, c'est un nouvel événement chaque année. C'est-à-dire, bien sûr, on prend tout ce qu'il y a eu de positif, on corrige des choses. Moi, je corrige encore des choses après 26 ans. Mais en même temps, c'est vraiment comme si on recommençait à zéro. Donc ça, cette phase-là, elle dure longtemps, parce qu'elle démarre en avril et puis elle se termine au mois de novembre, je dirais. Et là, décembre, janvier, c'est une 3e phase. Alors là, c'est très excitant parce que c'est vraiment la fin, c'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a fait. Donc tout se met en place, toutes les conférences se mettent en place, le plan du salon, les exposants, les commandes. Et là, c'est vraiment de l'adrénaline très fort et jusqu'à l'ouverture du salon. C'est ces 3 périodes et moi, je m'en lasse pas. Et j'ai toujours dit, et je le redis là, j'en profite, si un jour j'ai plus cette flamme, j'arrête. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être un peu fou pour faire un événement. Et effectivement, on parlait d'anecdotes tout à l'heure, il y a des choses assez drôles. C'est que moi, il y a des gens qui me disent, mais tu fais quoi le reste de l'année? Il y a même des gens qui m'ont dit un jour, mais tu travailles 4 jours par an, toi, donc tu fais quoi le reste de l'année? Donc en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'un événement comme ça, c'est 1 an de préparation. Et quelle que soit la société, je travaille beaucoup avec d'autres organisateurs de salons dans des beaucoup plus grosses boîtes que la mienne, mais c'est pareil. C'est-à-dire, ça met beaucoup, beaucoup de temps de créer un événement. Donc voilà. Donc je ne travaille pas que 4 jours par an. Alors, tu le disais, t'es passé du tailleur talon au milieu de la mer et du sous-marin. C'est un énorme risque que tu as pris. Quelle est pour toi ta définition de cette notion de risque? Pour moi, le risque, c'est la vie. Pour moi, c'est la vie et c'est le quotidien. C'est-à-dire que de toute façon, dans le quotidien, quand on se lève le matin, quoi qu'on fasse dans la journée, que ce soit professionnel ou personnel, on prend des risques. Et le risque doit être dans le positif toujours, dans l'apprentissage, dans la formation.
mais pas dans la peur. Donc moi, j'ai toujours vécu comme ça. Et voilà, pour moi, c'est la vie, le risque. Alors du coup, comment tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite en permanence ou est-ce que quand même il y a des risques qui te paralysent? Comment tu appréhendes tout ça? Alors, j'ai jamais été paralysée par le risque, justement parce que je pense que voilà, ça fait partie encore une fois de notre quotidien. Par contre, ça m'oblige à me poser. Je suis quelqu'un de très actif. Bon, vu ce que je fais, c'est un peu normal. On va dire, c'est dans mes gènes, ça. Je fais beaucoup de choses et le risque m'oblige à me poser, à réfléchir et à analyser un peu les tenants et les aboutissants pour être sûr de pas faire d'erreur après. Donc, je trouve que là-dessus, c'est un bon moment voilà, de réflexion, de se dire on se calme 2 minutes là, on réfléchit, on arrête de foncer et là-dessus c'est très positif aussi pour moi. Si tu regardes un peu l'histoire du salon, quel est le plus gros risque que tu as pris et surtout pourquoi est-ce que tu l'as pris? Le plus gros risque que j'ai pris dans ma vie, c'est de créer le salon de la plongée. Et je dirais dans la suite logique, parce que c'était pas faisable autrement. C'est le jour, puisque moi je dirigeais une agence de communication et comme je l'ai dit au début, je faisais autre chose. Le jour où j'ai décidé d'arrêter tout le reste et de me consacrer 100% au salon. C'était un très gros risque. Mon entourage à l'époque m'a dit t'es complètement folle, voire ils m'ont empêché de le faire, enfin m'ont empêché ou essayé de me convaincre de ne pas le faire. Et voilà, ça, je crois que c'était un peu le plus gros risque. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir pris que c'est pour ça que pour moi, le risque, c'est positif. Ça peut pas être négatif, en fait. Et c'est quoi la plus grosse galère que tu as eue ces 26 dernières années? Oh il y a eu 2 galères un peu successives, on va dire. La plus grosse galère, c'est que juste après un salon, en 2017, 2 mois après le salon, j'ai appris que j'avais un cancer bien avancé. Donc, il y avait beaucoup de soins à faire. Et là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Je me tais, je le garde pour moi. Et personne ne doit être au courant. Donc, ça a été de faire toute la phase dont je parlais tout à l'heure, de préparation d'un salon, avec des passages à l'hôpital en chirurgie, de la chimio, de la radiothérapie, et de débarquer sur un salon en janvier 2018, complètement chauve, avec une perruque. Et là, j'avoue que j'ai vécu quelque chose qui est assez incroyable, c'est que c'était le 20e salon. On fêtait les 20 ans du salon. Donc la plupart des gens, je les connais depuis 20 ans. Personne n'a vu que j'avais une perruque. Donc c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'on se dit comment les gens réagissent face à quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle j'ai rien dit, c'est qu'on sait comment est pris le cancer dans le monde, psychologiquement, et que si j'avais dû dire que j'avais un cancer, les rumeurs auraient dit le salon va pas se faire. Donc c'est pour ça que je me suis tue. Et cette histoire, je l'ai racontée l'année dernière dans une BD, donc maintenant j'ai pas de problème d'en parler. Et je me suis un peu excusée auprès de certaines personnes de pas les avoir mis au courant. Mais j'avais pas le choix, en fait. Donc ça, préparer un salon comme ça, c'est chaud. Moi, je me souviens de séances de chimiothérapie avec mon ordinateur sur les genoux pour continuer le plan du salon. C'était un peu impressionnant. Et pour couronner le tout cette année-là, donc les 20 ans du salon, je m'en faisais une fête. Je voulais faire une grande fête. On en a fait une, mais je pense que je suis la seule qui a le moins participé. Le jour de l'ouverture du salon, ma mère est décédée. Et là, vivre un salon comme ça, avec le décès de sa mère, j'étais très très proche de ma mère, et une perruque sur la tête, je pense que c'est un véritable cauchemar. Je sais même pas aujourd'hui comment j'ai fait pour le vivre comme ça. Donc ça, c'était une grosse galère, très personnelle pour le coup, parce qu'elle ne concerne pas le milieu. Et puis après, la deuxième galère, quand on est 100% sur l'organisation d'un événement, c'est le Covid quand même. Et donc, parce que ça, aujourd'hui encore, on le paye. Aujourd'hui encore, c'est difficile. Hein. Je fais partie des sociétés qui ont fait un pré-Covid. C'est des périodes qui sont très dures et dont on a beaucoup de mal à s'en remettre. À la limite, je me suis plus facilement remis du cancer que du Covid d'une certaine manière, parce que le Covid, on le paye encore et qu'une année à zéro et l'année de la reprise et on a reporté le salon et aujourd'hui, c'est encore difficile,
Mais c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la flamme, quoi. Si on a la flamme, si on a le goût, c'est pas grave, on continue, quoi. On continue. Alors justement, comment tu fais pour l'entretenir, cette flamme? Comment tu fais pour puiser et où et comment tu puises ta motivation quand tu cumules un cancer, un deuil très profond et puis 2 ans plus tard une pandémie? Où est-ce que tu trouves cette énergie? Alors, d'abord, je trouve ça, moi, je vais trouver mon énergie dans l'amour. C'est-à-dire que je vais pas commencer par, forcément, par ce qui est le plus important dans mon cœur, mais j'adore le salon. J'adore ce que je fais et j'adore mes exposants. Mes exposants, c'est, quand je dis mes exposants, les exposants du salon. Je les connais, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils aiment pas. Et c'est pour moi vraiment des gens que je chéris et j'essaye toujours de faire en sorte que mon équipe et moi-même on soit au mieux pour nos clients. C'est vraiment on essaye de faire un service sur mesure et donc ça ça me donne beaucoup d'énergie parce que quand un client me demande quelque chose, je me pose pas la question de savoir si je suis fatiguée, je me pose pas la question de savoir si je suis malade. Je me dis il faut que je réponde à sa demande. Donc ça c'est vraiment le côté très professionnel. Et puis l'autre côté qui est quand même pas neutre, qui est notamment très important pour moi, c'est mon entourage. C'était mes parents qui sont partis, c'est mon mari, ce sont mes enfants. Moi j'ai 2 enfants qui sont une source d'énergie pour moi incroyable parce que je crois que je leur ai donné un exemple. Ils travaillent, ils font beaucoup de choses et si jamais à un moment donné il y a une petite baisse de régime, ils sont là pour me dire mais regarde maman ce que t'as fait, mais t'inquiète pas, mais ça va se passer comme ça. Et ils ont grandi avec le salon. Hein. Ma fille est même née après le salon, donc et voilà, tout ça c'est ma source d'énergie. Donc je me pose pas la question de savoir si j'ai un rhume, si j'ai de la fièvre, si je suis malade. Je me dis le matin, allez hop, c'est parti, j'adore. Si tu regardes ton parcours, y compris avant le salon, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et surtout qu'est-ce que tu en retiens? Alors je crois que de manière générale, ma plus grosse erreur c'est que je suis trop gentille et que du coup j'ai tendance à faire confiance et notamment aux gens que j'aime, à des amis ou à de la famille ou à même des clients on va dire. Et je pense que ma plus grosse erreur c'est que j'ai beau avoir bien vieilli depuis la création du salon, voire depuis mon bac, je change pas. C'est-à-dire que je vais encore me faire avoir, on va me la faire à l'envers, et après je me réveille en disant mais c'est pas possible, c'était écrit, mais non, tu y es quand même allé. Enfin, et donc c'est cette sorte de confiance aveugle. Moi je suis pas quelqu'un qui a, je vais dire d'un point de vue commercial, qui a la tchatche, qui est capable de, moi je parle avec mon cœur, je vends quelque chose avec mon cœur. Il y a des exposants, je leur dis mais viens pas au salon, t'es pas prêt. Je vends pas un stand pour vendre un stand, je vends pas une prestation pour vendre une prestation, je suis pas comme ça. Et en fait, je suis tellement pas comme ça, quand j'ai des gens en face de moi qui sont comme ça, je me laisse complètement couillonner, on va pas le dire autrement. Donc ça, je crois que c'est ma plus grosse erreur et c'est quelque chose que justement, je parlais de mes enfants tout à l'heure, j'essaye de leur apprendre. C'est faut être plus méfiant que ça, quoi. Je veux dire, l'être humain n'est pas forcément gentil, l'être humain n'est pas forcément honnête. Et à chaque fois que j'ai fait confiance, avec un petit doute, mais confiance quand même, je me suis pris un verre de bâton, ça c'est sûr. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait qu'encore que je corrige. Et souvent, c'est très lié, si je devais résumer, à l'amitié. C'est-à-dire, vous pensez que quelqu'un est un ami, mais en fait, dans le milieu professionnel ou dans certains milieux, il n'y a pas de réelle amitié, il n'y a pas de réel amour, c'est très intéressé. Voilà. C'est très transactionnel, en effet. Alors, à contrario, est-ce que tu as eu, alors j'ai envie de dire, au-delà de la piscine sous la Tour Eiffel, qui était en soi quand même une sacrée aventure, est-ce que tu as eu des très grandes satisfactions, des accomplissements dont tu es particulièrement fier? Bah déjà oui, pour résumer, je vais dire le salon, c'est-à-dire d'avoir réussi à ce qu'un événement qui est né de rien devienne une référence, non seulement en France, mais dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis extrêmement fière, mais il y a même des moments où je me dis, c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, j'ai du mal à me rendre compte de ça. C'est le salon de la plongée, c'est une icône dans le monde entier. Vous allez aux États-Unis, il y a d'autres salons, hein, dans le monde. Mais il est vraiment regardé, étudié comme une chose extraordinaire.
Et c'est d'avoir maintenu ça. C'est vraiment de manière générale, que ce soit le lancement, que ce soit au bout du 2e salon. Au début, on était à l'Aqua Boulevard, on est arrivé Porte de Versailles. C'est d'être aujourd'hui un salon qui est reconnu dans ce lieu. La Porte de Versailles, c'est le lieu des salons par excellence. J'ai été reconnu par le WODOF, le Women Diver Hall of Fame, qui est une société américaine, une structure américaine qui honore des femmes dans le monde, qui ont fait quelque chose pour le milieu sous-marin ou le milieu marin. Et on doit être 2 Françaises au WODOF. Donc j'ai été intronisée au WODOF en 2020. C'est toutes ces reconnaissances qui me disent, mais en fait, j'ai fait quelque chose. J'ai pas fait juste un événement. J'ai fait quelque chose. J'ai marqué l'histoire de la plongée. Je trouve ça fait un peu prétentieux, et ça, j'en suis très fière, parce qu'encore une fois, même si c'est un événement, même si c'est commercial, c'est un événement commercial, ce n'est pas que ça. Il y a aussi le fait que je pense que, je suis même sûre, j'ai œuvré pour la promotion et l'évolution de la plongée sous-marine depuis des années. Et on en a besoin, parce qu'on est quand même aussi dans un monde où on va avoir besoin de la mer et où on peut pas ignorer le milieu sous-marin dans le réchauffement climatique et dans tout ce qu'il va falloir qu'on mette en place pour l'avenir de notre planète. Et je pense que j'ai une petite part de travail, de mon travail qui va jouer là-dedans, et ça, j'en suis très fière. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Il faut apprendre de ses échecs. Ça, c'est ma mère qui me disait ça, beaucoup. Parce qu'au début, j'avais pas confiance en moi, et en plus, j'ai un peu gamellé sur 2-3 trucs, et notamment, je disais tout à l'heure qu'au lycée, j'étais pas une très très bonne élève. Et je pense qu'effectivement, c'est le meilleur conseil qu'on ait pu donner. C'est-à-dire, si vous vous trompez, si vous ratez quelque chose, il faut en tirer des conclusions et en faire une force après. C'est la meilleure chose à faire. Et toi, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a peur de prendre un risque ? Je dirais, c'est un peu, je vais pas dire la même chose, mais je dirais le risque, c'est la vie. C'est-à-dire, si tu prends pas de risque, tu feras rien de ta vie, et la vie est courte et il faut la vivre. Et il faut s'éclater. Et donc, de toute façon, encore une fois, quoi qu'on fasse, vous sortez de chez vous le matin, il y a un risque qu'il y ait quelqu'un qui vous renverse dans la rue. Donc, faut arrêter de se poser trop de questions. Et je reprendrai une phrase d'un dessin animé, marche droit devant toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prends des risques et confiance en toi. De toute façon, il y aura des moments difficiles, mais sinon, on vit pas. La vie n'a aucun intérêt sans risque. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour l'industrie du tourisme et de la plongée en particulier ? Je les vois bien, je vois des choses très positives. C'était pas forcément le cas il y a quelques années, on parlait du Covid tout à l'heure, mais je pense le monde est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Au niveau climatique, au niveau culturel, au niveau sur tous les points, et d'un point de vue touristique. Le tourisme tel qu'on l'a connu va diminuer et les gens vont voyager autrement. Et en enlevant l'idée de je prends l'avion, c'est pas bon pour la planète ou quoi, c'est de voyager comme une éducation, comme un apprentissage culturel, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller voir comment c'est fait ailleurs, de s'ouvrir au monde. Parce qu'en fait, on a un monde très ouvert, on peut voyager dans le monde entier, on peut faire plein de choses, mais en fait, on est très fermé. C'est-à-dire, les Français sont comme ça, les Allemands sont comme ça, les Thaïlandais sont comme ça. Et on le voit bien, c'est un bel exemple, je trouve, même si c'est dramatique. Et je pense beaucoup à eux, avec ce qui est en train de se passer à Mayotte. D'un seul coup, on est en train de se rendre compte, et je pense qu'il y a plein de gens en France métropolitaine, qui se rendent compte que Mayotte, c'est un de nos territoires, et qui vivent pas du tout la même chose que nous. Et pour moi, je vais prendre cet exemple et je vais le développer. C'est-à-dire que les gens vont voyager pour voir comment c'est ailleurs, pas uniquement pour aller se faire, même si c'est très agréable et j'adore ça, se faire dorer sur une plage, mais voir la culture des autres, ce que mangent les autres, comment vivent les autres. Est-ce qu'on n'a pas de la chance, nous, d'avoir ça chez nous, ou est-ce qu'ils ont pas, une éducation culturelle qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le fait, je prends l'avion, je vais loin. Et je crois que c'est là-dessus que le tourisme va se développer. Et en prenant conscience, chose qu'on a toujours voulu combattre, c'est qu'il y a des saisons pour aller dans certains endroits, qu'il y a des typhons, que peut y avoir des raz-de-marée, et que quand on va
dans un pays à une époque où on risque d'avoir beaucoup de pluie, c'est pas la peine de râler contre le voyagiste en disant j'ai fait un mauvais voyage, il y avait de la pluie. C'est juste que à cette époque-là, il y a de la pluie dans ce pays-là. Donc c'est là où je parle de prise de conscience. Et notamment dans la plongée, je le dis beaucoup parce que on sait que les plongeurs, ils veulent voir beaucoup d'animaux. Ils veulent voir des grosses bêtes, ils veulent voir des requins, ils veulent voir... Bon. Mais c'est comme quand vous allez au Kenya ou en Tanzanie et que vous allez dans la savane. C'est pas un zoo. C'est-à-dire que les animaux, ils sont pas attachés. Quand vous descendez quelque part et que vous voulez voir des requins, c'est pas obligé qu'ils soient là, les requins. Ils ont pas rendez-vous. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai toujours dit aux voyagistes du salon, ne vendez du rêve, mais vendez la réalité. Dites pas à quelqu'un qu'en octobre, il peut aller à tel endroit voir des requins parce qu'il y en a pas en octobre à cet endroit-là. Donc, la personne est déçue. Et pour moi, c'est le même système. C'est le même raisonnement, c'est-à-dire le tourisme a un bel avenir, mais en repensant d'une certaine manière complètement ce qu'on fait. On va pas user une plage quelque part où on arrive en avion, on arrive dans un hôtel, on bouge plus. Ça peut arriver de pas bouger pendant quelques jours, c'est bien agréable. Mais encore une fois, c'est un apprentissage culturel et une ouverture au monde que finalement on n'a pas eu, malgré encore une fois tout le fait qu'on a beaucoup de chance et qu'on peut voyager partout. Hélène, qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude ? Que j'ai jamais trahi personne. Et est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire, de documentaire à regarder, de film ou de série à voir ? Moi, si je devais donner un conseil à tout le monde, c'est de lire Le siècle de Ken Follett. Alors, c'est 3 tomes, faut avoir envie de lire. Très très bien quand on voyage ou quand on fait de l'avion, on parlait de tourisme. Parce que ce livre qui retrace à travers des familles notre histoire, il faut qu'on apprenne notre histoire. Et on ne la connaît pas, notre histoire. C'est-à-dire, nous, on s'est arrêté au fait qu'il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses avant. Et notamment sur tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et au Moyen-Orient et dans plein de régions. Ce livre, c'est pour ceux qui ont aimé l'histoire au lycée ou depuis, faut vraiment le lire. Et alors ceux qui n'ont pas suivi les cours d'histoire ou qui n'ont pas vraiment aimé l'histoire et qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait, faut lire ce livre pour tout le monde. C'est vraiment un livre merveilleux. Pour terminer, Hélène, quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Je sais pas, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Comment je me vois dans 10 ans, moi, parce qu'on a parlé du tourisme, mais... Alors, comment tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois toujours là. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter le salon. Même si j'ai vieilli, depuis la création, j'ai encore quelques années devant moi avant de pouvoir prendre ma retraite. Probablement, mais ça, je lui laisserai le choix final que je vais commencer à travailler avec ma fille, qui fait également de la communication et qu'à l'avenir, elle sera à ma place. Elle prendra la direction du salon. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite, mais je ne la forcerai jamais. Et de l'accompagner et de continuer à faire évoluer le salon. C'est-à-dire, le salon a encore de belles années devant lui. Je veux continuer à le faire évoluer. J'ai encore plein d'idées. Je suis déjà sur 2026, voire après. Et voilà. Donc moi, je m'arrête pas là. Souvent, il y a des gens qui me demandent si je vais m'arrêter, mais non. Et justement, dans cette évolution de la plongée, du monde sous-marin, du changement climatique et du tourisme, tous les sujets qu'on a évoqués, il y a encore du travail à faire et je compte bien continuer à œuvrer dans ce sens-là. Un grand merci, Hélène de Terra Xénic, fondatrice et présidente du Salon international de la plongée sous-marine, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Avant d'avoir le plaisir de retrouver tout le beau monde de la plongée du 9 au 12 janvier 2025, voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'il faut apprendre de ses échecs. Le risque, c'est la vie, c'est le quotidien. Si tu ne prends pas de risque, tu risques de passer à côté de ta vie. Donc finalement, ce risque, il faut qu'il soit vécu dans l'apprentissage plutôt que dans la peur. Le deuxième point, c'est que les risques sont un excellent facteur de réflexion pour éviter de foncer tête baissée, mais plutôt se poser pour prendre de la hauteur ou de la profondeur. Et enfin, le troisième point, l'être humain n'est pas fait uniquement d'amour et d'honnêteté. Si vous avez le moindre doute dans une situation, il y a de fortes chances que celle-ci tourne mal à la fin. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa.
Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.